Nous sommes heureuses de partager avec vous les premiers résultats de l'application de CPIM sous 3 angles différents, donc chez les enfants, chez les parents et chez les thérapeutes. Et de manière générale, la littérature scientifique, ce qui correspond aux 3 grands piliers d'une pratique evidence-based. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a une prise en charge qui permet à l'enfant de réduire ses difficultés d'autonomie dans son quotidien, ses difficultés comportementales, mais aussi émotionnelles? Donc, avec l'approche CPIM, il est possible de répondre à ces différentes problématiques de manière brève, hein, en agissant sur l'environnement proximal de l'enfant. Donc, durant ce webinaire, nous présenterons les bases générales théoriques de CPIM, les données de résultats de l'application de CPIM sous les 3 angles, et enfin la démarche diagnostique et la prise en charge des enfants. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat, à savoir qu'un replay sera à votre disposition. Du coup, je vous présente rapidement Gabriela, qui est l'auteure de la méthode et qui participera aux questions-réponses à la fin du webinaire. Dans cette attente, je laisse les intervenantes se présenter. Alison. Bonsoir. Donc moi, je suis Alison Simon, je suis neuropsychologue en Belgique, en province de Luxembourg, donc dans le sud de la Belgique, et je suis donc thérapeute certifiée CPIM depuis 2021. Merci. Donc moi, je suis Sonia Bertalon, psychopédagogue sur Toulouse. Je suis certifiée, pareil qu'Alison, en 2021 et certifiée approfondie depuis janvier 2023. Julie? Je suis Julie Poussin, neuropsychologue. Je travaille en libéral en équipe pluridisciplinaire et je fais également partie d'un pôle territorial aménagement raisonnable en Belgique. Je suis formée à la méthode CPIM depuis 2020 et certifiée approfondie suite à la formation continue. Au sein de l'équipe CPIM, je développe et je donne des formations à destination des enseignants et des acteurs scolaires avec Gabriel. Sandra? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sandra Van Geert et je travaille comme neuropsychologue et psychologue clinicienne de première ligne. Actuellement, dans l'équipe de formation, j'aide à développer la formation en néerlandais, car ma pratique clinique, comme chez beaucoup, a changé dans le sens positif depuis que j'ai suivi la formation au CPIM et j'aimerais la rendre plus accessible aux thérapeutes néerlandophones. Merci. Raluca? À tous et à toutes, je suis Raluca Văcărescu, neuropsychologue exerçant à Bruxelles. J'ai obtenu mon master en neuropsychologie à l'Université libre de Bruxelles et je suis actuellement en cours de réalisation de mes études doctorales auprès de la même université. Pour l'année scolaire 2022-2023, j'ai eu l'honneur d'être l'aviseur de l'inspecteur des 32 écoles européennes, apportant mon expertise en matière des problèmes liés aux aménagements raisonnables pour le baccalauréat des élèves de secondaire. Je suis thérapeute CPIM certifiée intermédiaire, ayant été formée en 2021, mais également collaboratrice CPIM, ce qui m'offre l'opportunité d'élargir mon réseau professionnel et d'accroître mon impact dans le champ de la neuropsychologie. Merci. Donc, vous avez sous les yeux le plan de ce webinaire. L'introduction et l'historique de CPIM sera présentée par Alison, voilà, avec l'Evidence-Based Practice, les 3 piliers. Ensuite, Raluca vous exposera les résultats des premières études sur les enfants, suivi par l'expérience clinique du thérapeute, donc l'application du CPIM chez les thérapeutes par Alison. Raluca exposera les préférences du client, c'est-à-dire le retour des parents et les améliorations qui sont rapportées. Julie, quant à elle, répondra à la question « Qu'est-ce qui peut justifier ces diverses améliorations ?»
et CPIM dans l'approche diagnostique. Et Sandra viendra conclure. Alors, donc, par rapport à l'historique, attends, parce que je vais juste aller reprendre les slides qui m'étaient envoyés. Je suis désolée, hein, j'étais prévenue il y a quelques heures que je participerai au webinaire, donc je n'ai pas eu l'occasion de prendre connaissance de l'ensemble. Je pense avoir ici. Alors, donc par rapport à l'historique de CPIM, donc CPIM a été développé, a commencé à être développé en tout cas en 2012 par Gabriela au Mexique. Elle a ensuite eu l'occasion de venir poursuivre ses études en Belgique, donc à l'université de Mons notamment, et a réalisé un master en neuropsychologie, dans le cadre duquel elle a eu l'opportunité donc de faire un stage, dans lequel elle a eu l'occasion de répliquer la méthode CPIM auprès de patients belges, donc les patients de sa maître de stage en l'occurrence, et a pu faire les mêmes constats que c'est observé chez les patients au Mexique. Donc, elle a pu observer une corrélation entre les résultats chez les patients mexicains et chez les patients belges, du coup. Courant 2018-2019, donc il y a eu des premières études exploratoires qui ont été réalisées, qui ont été menées, qui ont pu montrer des effets positifs de l'approche CPIM sur les patients qui ont été accompagnés. Et suite à cela, fin 2020, des formations ont débuté. Donc, c'était à ce moment-là Gabriela et une collaboratrice qui ont mis en place les formations à destination des thérapeutes. Dans la suite, les études se sont poursuivies avec la réalisation de mémoires sur CPIM qui ont permis de mettre en évidence également des résultats positifs par rapport à l'utilisation de CPIM. Ces études et ces formations sont toujours en cours, avec évidemment une sorte de formation continue, que ce soit dans la manière dont les formations sont dispensées actuellement. Donc, la manière de dispenser les formations est revue très régulièrement et adaptée en fonction des recherches qui sont faites. La validation scientifique continue également. Voilà, il faut savoir qu'une validation scientifique, ça prend énormément de temps, ça demande également beaucoup de patients, etc. Et donc, tout ça est toujours en cours à l'heure actuelle auprès de ces pays. Alors, par rapport à l'evidence-based practice, donc on va se centrer ici sur 3 piliers principaux de l'evidence-based practice, à savoir les preuves scientifiques, les préférences du client et l'expérience clinique du thérapeute, en sachant qu'il y a effectivement un 4e pilier, mais qui ne sera pas abordé ici, qui est le contexte institutionnel dans lequel on met en place l'outil. Donc ça, c'est plutôt les règles liées si je travaille en hôpital ou si je travaille en libéral, voilà, des choses que ça pourrait modifier. Mais donc, on va se centrer ici, en tout cas, sur ces 3 éléments, avec des éléments qu'on a pu observer qui soutiennent chacun de ces 3 piliers dans la mise en place de ces PIM. Le premier bilan donc, concerne les preuves scientifiques, donc plutôt quelles sont les bases théoriques qui sont présentes et qui soutiennent ces PIM. Donc, il y a effectivement des bases théoriques qui appuient la méthode. La méthode n'est pas tombée du ciel comme ça. Il y a toute une série de bases scientifiques qui la soutiennent. Notamment tout ce qui est lié... Ah, tu peux revenir en arrière ? Notamment tout ce qui est lié donc, aux fonctions exécutives qu'on connaît beaucoup, au cortex préfrontal et le lien qu'il a avec le développement des fonctions exécutives, mais également toute la littérature qui concerne les pratiques parentales, l'impact aussi des pratiques parentales sur le développement de l'enfant, et on verra pour terminer donc la prise en charge. Donc CPIM, c'est une approche et une prise en charge brève, écologique, qui vise à intervenir sur les capacités d'autorégulation de l'enfant. Donc les capacités d'autorégulation de l'enfant qui fait donc appel aux fonctions exécutives de l'enfant. Et l'idée ici est de passer par la régulation spécifique de l'interaction entre le parent et son enfant dans le développement de cette capacité d'autorégulation.
On le voit un petit peu plus loin. Alors, les fonctions exécutives, ce sont des fonctions de haut niveau qui interviennent dans des situations nouvelles, non routinières. Donc ça correspond à la définition des fonctions exécutives, hein, qui est déjà utilisée depuis de nombreuses années. Et certains auteurs considèrent donc que les fonctions exécutives sont, de manière générale, la capacité à s'adapter. Okay. Et donc, ces capacités à s'adapter, ces capacités d'autorégulation, les fonctions exécutives, on constate dans la littérature scientifique qu'elles prédisent un certain nombre de choses au niveau du comportement, au niveau des émotions, au niveau des apprentissages, au niveau des pensées. Donc, il y a toute une série de littérature scientifique qui soutient le lien entre les deux. Je pense notamment à certaines études qui montrent que la manière de prédire la réussite scolaire tient plus des fonctions exécutives que des compétences intellectuelles, selon certains auteurs, par exemple. Le cortex préfrontal, quant à lui, c'est le siège des fonctions exécutives, de nouveau hein, soutenu par différents auteurs. Le développement des fonctions exécutives est lié à un mélange de facteurs génétiques et de mélanges environnementaux. Dans les facteurs environnementaux, on va entre autres retrouver l'interaction entre l'enfant et ses parents. Donc cette interaction parent-enfant constitue un facteur environnemental qui vient soutenir ou pas le développement du cortex préfrontal de l'enfant, qui est donc ce siège des fonctions exécutives. Un autre élément important, c'est que le cortex préfrontal arrive à maturité vers fin de l'adolescence, et donc évolue, c'est vraiment la partie du cerveau qui évolue le plus tard, d'accord? Et ça permet une fenêtre d'opportunité importante justement aux influences environnementales. Ça fait écho à tout ce qui est plasticité cérébrale hein, également. Donc le cerveau va pouvoir modifier ses connexions en fonction de l'environnement. Et comme le cortex préfrontal termine son développement assez tardivement, ça permet du coup cette plasticité environnementale. Alors, si je reviens un petit peu au développement exécutif et le lien qu'il peut y avoir entre les pratiques parentales, donc justement, il y a des études qui soutiennent hein, le lien qui existe entre les deux. Et notamment, ça ce sont les théories de Vygotsky hein, qui ont montré que sur le plan social, la parole orientée du parent va venir réguler le comportement de l'enfant. Donc le fait que le parent vient réguler le comportement de l'enfant par la parole permet à l'enfant d'intérioriser le discours du parent et au niveau individuel de réguler sa pensée, de réguler son action. Ces études ont été complétées par d'autres auteurs, notamment Bernier ou Gartner, qui eux ont appelé cette régulation sociale la co-régulation et ont montré qu'en fait que pour que l'enfant puisse s'autoréguler, il devait d'abord être co-régulé par son parent. Donc le parent, par l'interaction qu'il met en place avec son enfant, va venir le co-réguler, ce qui permet à l'enfant de développer sa capacité à s'auto-réguler. Donc on voit vraiment que les pratiques parentales, elles vont avoir un rôle très important dans le fonction exécutif, étant donné que c'est au départ de ces pratiques parentales que l'enfant va développer sa capacité à s'autoréguler ou à réguler la pensée et les actions qu'il peut avoir. On ne rentrera pas plus dans le détail de ces pratiques parentales dans le cadre de ce webinaire, mais évidemment, ce sont toutes des pratiques qui sont détaillées et explicitées dans le cadre des formations qui sont données. Par rapport à la prise en charge, donc CPIM est une approche composée de plusieurs interventions inséparables les unes des autres, qui vont agir toutes de concert et permettre une utilisation à bon escient du dispositif expérimental qui est mis en place. C'est-à-dire que CPIM va d'abord partir d'une évaluation, donc on va réaliser une évaluation de l'interaction parent-enfant à l'aide d'un paradigme, voilà. Et au départ des observations qu'on va tirer de cette évaluation, on va alors intervenir avec notamment de la psychoéducation, de la restructuration cognitive, des interventions comportementales sur les pratiques parentales et chez l'enfant, qui sont donc toutes des stratégies psychologiques validées scientifiquement et mises en place depuis de nombreuses années.
C'est toujours à moi, c'est parce que dans les notes que j'ai reçues, ce n'était pas moi qui faisais. Alors, Je pense que c'est Raluca, non? voilà, les preuves Ah, scientifiques sont présentées par Raluca. Oui. Euh, donc, je vais vous présenter en fait deux études relatives à la méthode CPIM qui ont été menées à ce jour. La première étude effectuée en 2019 a exploré et comparé les effets de la prise en charge CPIM par rapport à une prise en charge neuropsychologique traditionnelle, donc remédiation cognitive, métacognition, gestion mentale, chez des enfants présentant des difficultés exécutives. La deuxième étude s'est concentrée sur l'efficacité de la méthode CPIM chez des enfants présentant des caractéristiques de type TDAH. Et donc, pour aller vers la première étude, elle a inclus un échantillon de 42 enfants âgés de 6 à 13 ans qui présentaient des difficultés exécutives. Ces enfants ont été répartis équitablement entre deux groupes, un groupe expérimental, donc 21 enfants suivant une prise en charge CPIM, et un groupe contrôle, 21 enfants suivant une prise en charge traditionnelle. Les groupes ont été comparés à chaque fois dans leurs résultats pré-prise en charge et post-prise en charge. Et au niveau des résultats pour la pré-prise en charge, les groupes sont comparables. Pour l'évaluation, un pré-test a été effectué. Ce pré-test a été suivi de 4 à 5 séances de prise en charge à raison d'une par semaine, puis d'un post-test. Les épreuves utilisées étaient l'échelle de la BRIEF et le test Stroop. L'échelle BRIEF est un questionnaire évaluant les fonctions exécutives qui est largement utilisé dans le diagnostic du TDAH et donc très fiable pour ce type de population. Contrairement aux tests cognitifs comme le Stroop, qui mesure l'inhibition, la flexibilité et l'initiation, là des conditions non écologiques. Pour le test Stroop, il y a eu des améliorations notables pour les deux groupes, ce qui pourrait très bien être un effet test-retest. Cependant, des études mentionnent que les résultats aux tests non écologiques ne se corroborent pas avec les résultats de la BRIEF. Donc, ici, je peux vous citer l'étude Anderson de 2002. Les tests écologiques sont considérés comme étant mieux représentatifs des fonctions exécutives. Et donc, nous notons pour l'échelle de la BRIEF une amélioration significative pour le groupe expérimental, indiquant l'efficacité de la méthode CPIM dans la prise en charge des enfants avec des difficultés exécutives. La BRIEF, qui est le Behavior Rating Inventory of Executive Functions, est un outil d'évaluation reconnu, spécialement conçu pour mesurer les fonctions exécutives chez les enfants et les adolescents, et cela au quotidien. Cette évaluation, réalisée à travers un questionnaire, permet d'examiner de manière approfondie les habiletés de l'individu dans des domaines clés tels que l'inhibition, la flexibilité mentale, l'initiation, la mémoire de travail, la régulation émotionnelle, la planification et l'organisation. Des indices pour la régulation comportementale et la métacognition sont également calculés, ainsi qu'un score composite exécutif global. Cette échelle est très fiable pour l'évaluation des enfants et des adolescents présentant des symptômes TDAH, et donc c'est un gold standard pour l'aide diagnostique. Il faut également noter que si cette échelle est très sensible pour des fonctions exécutives comme inhibition, flexibilité et contrôle émotionnel, elle l'est moins pour l'initiation. Et maintenant, pour passer au résultat de cette première étude,
cette étude montre que les enfants du groupe expérimental ont significativement amélioré leur score sur tous les indices de l'échelle BRIEF. En comparaison, ceux du groupe ayant reçu une prise en charge traditionnelle ont seulement progressé sur certains indices avec une évolution moins marquée que le groupe expérimental. Ensuite, dans une autre comparaison, je vais vous présenter la deuxième slide. Donc, avant la prise en charge, les deux groupes présentaient des scores comparables. Donc, voilà. Mais après les prises en charge, on constate une différence marquée entre les scores du groupe expérimental ayant bénéficié d'une prise en charge CPIM par rapport à ceux du groupe contrôle qui ont bénéficié, comme j'avais dit, d'une prise en charge traditionnelle. Une intervention basée sur métacognition et remédiation cognitive. Mais également, nous avons observé que le nombre d'enfants avec un score déficitaire a nettement diminué dans le groupe CPIM comparativement, donc par rapport au groupe contrôle, et ce, pour tous les indices de la BRIEF. Donc ici, vous voyez, pour l'inhibition, nous avons en bleu le pré-test, où le nombre d'enfants du groupe contrôle, il y avait beaucoup d'enfants qui présentaient des scores déficitaires, qui, après, dans le post-test, il n'y a aucun enfant qui reste avec des scores pathologiques. Donc, tandis que les enfants qui ont bénéficié d'une prise en charge traditionnelle, représentées avec les couleurs orange foncé et orange clair, il y a des diminutions. Donc, il y a une diminution du nombre d'enfants et un score significativement déficitaire, mais reste quand même le nombre reste quand même significatif. Important. Donc, et cela pour tous les indices, on observe cette tendance pour tous les indices de la BRIEF. La deuxième étude était réalisée en 2022-2023. Cette étude a englobé un échantillon de 20 enfants âgés de nouveau de 6 à 13 ans, présentant cette fois-ci des symptômes de type TDAH. On a eu un groupe contrôle, mais la taille de ce groupe était très faible et donc on ne pouvait pas faire une comparaison avec le groupe expérimental. Le processus d'évaluation comprenait un pré-test, un suivi de 4 à 5 séances de prise en charge hebdomadaire, un post-test immédiatement après la prise en charge, et un autre post-test un mois après la prise en charge. L'évaluation s'est basée uniquement sur l'épreuve sur l'échelle de la BRIEF, centrée sur des enfants centrée sur des enfants présentant des symptômes de type externalisé. Les résultats de la BRIEF ont montré des améliorations sur les différentes échelles immédiatement après la prise en charge, des améliorations qui se sont relevées encore plus prononcée un mois après la conclusion de la prise en charge. Cette étude renforce donc les résultats de la première étude, soulignant l'efficacité significative de CPIM, mais également l'évolution. Donc, une fois la prise en charge qui s'arrête, les enfants continuent à progresser. Et donc, pour présenter plus clairement les résultats, voilà, l'étude montre donc une tendance vers une amélioration continue sur les indices de l'échelle de la BRIEF pour les enfants avec des symptômes de type externalisé. Ici, vous voyez, avec bleu, on a représenté les enfants présentant des symptômes de type externalisé. En orange, il y a les enfants présentant des symptômes de type internalisé.
Pour ces enfants, donc pour les enfants avec des symptômes internalisés, les résultats sont moins prononcés. Et cela s'explique d'une part par la taille réduite de l'échantillon. On a eu très peu d'enfants avec des symptômes de type internalisé qui ont participé à notre étude, mais également par le fait que certains indices de l'échelle de la BRIF ne sont pas sensibles. Donc, la BRIF n'est pas sensible pour certaines fonctions exécutives, comme par exemple, comme j'avais dit au début, l'inhibition. Non, les enfants de cette étude n'avaient aucun traitement. En fait, ils n'avaient pas un diagnostic TDAH, ils présentaient des symptômes TDAH. De la même façon... Pardon, Lucas, pour préciser, donc dans les critères de l'étude, effectivement, une des critères, c'était les enfants qui réunissaient les différents symptômes TDAH sans avoir le diagnostic, sont ceux qui ont participé. Donc, et à la fin, effectivement, ce que nous savons, ce que les thérapeutes ont évalué, est-ce que ces symptômes qui à la base remplissaient les critères du DSM, s'ils continuaient. Effectivement, les enfants n'étaient pas sous traitement. Ils n'avaient pas de traitement médicamenteux. Donc, de la même façon, bien que certains enfants aient toujours des scores pathologiques pour certains indices immédiatement après la prise en charge, ils ont progressé par après et donc 1 mois après la prise en charge, leurs scores se sont normalisés. Donc, c'est ce que vous voyez dans l'évolution des barres bleues, que c'est une échelle qui diminue. Et si vous regardez les indices, si au début, ils sont très pathologiques, après la prise en charge, par exemple ici, pour l'inhibition, après la prise en charge, il reste encore pathologique, mais 1 mois après la prise en charge, les scores se normalisent. Et cela pour tous les indices. Ouais, voilà. Merci, Raluca. Donc là, nous allons voir le deuxième pilier, c'est-à-dire l'expérience clinique du thérapeute, donc l'application du CPIM chez les thérapeutes. Donc, on va voir une enquête. Oui. Oui, donc effectivement, le deuxième pilier concerne l'expérience clinique du thérapeute. Donc, on sait que le clinicien a ses compétences, ses connaissances, son expérience, et tout ça fait aussi partie de l'evidence-based practice, c'est-à-dire que le praticien a les compétences nécessaires à évaluer ce qui correspond à son suivi, les outils qu'il juge pertinents, la manière dont il va mettre les choses en place. On retrouve par exemple dans cette expérience clinique du thérapeute la capacité qu'il peut avoir à émettre des hypothèses par rapport au fonctionnement du patient, les capacités qu'il a à construire des lignes de base. Si on a, en tout cas pour les psychologues, on a des statistiques dans nos études, ça nous permet de faire nos petites stats ou de construire des lignes de base qui soient le plus valides et le plus fidèles possible. Voilà. Et donc, ça concerne toutes les compétences que le clinicien peut avoir pour évaluer lui-même l'efficacité de l'outil, l'approche qu'il utilise, est-ce qu'elle est adaptée ou pas au patient qu'il a devant lui. C'est donc dans ce contexte que CPIM a lancé une enquête thérapeute afin de voir comment est-ce que la méthode CPIM était perçue auprès des thérapeutes qui l'utilisent et donc comment est-ce qu'eux pouvaient analyser eux-mêmes cette pratique, est-ce qu'elle semble utile ou pas dans leur quotidien thérapeutique. Alors, actuellement, il y a 57 thérapeutes qui ont participé à l'enquête qui a été proposée. Ouais. Dans les réponses, donc, ou dans les questions qu'on leur a posées, une des questions concernait les stratégies qu'ils utilisaient dans leur pratique actuelle. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que 100% des thérapeutes formés à CPIM nous disent utiliser CPIM dans leur quotidien thérapeutique, donc dans leur travail. Donc, ils ont été formés et 100% d'entre eux l'utilisent.
Ensuite, on voit qu'il y a d'autres stratégies qui sont utilisées, qui sont mises en place, notamment la métacognition, les aménagements, la psychoéducation, les méthodes Barclay, thérapie psy, l'ABA, etc., etc. On voit qu'il y a quand même une forte représentation donc, des aménagements, psychoéducation, métacognition. Il faut savoir qu'un des billets, certainement, de cette enquête thérapeute est que les thérapeutes qui ont répondu sont pour la plupart des neuropsychologues. Et donc, forcément, on retrouve beaucoup d'outils neuropsy dans les outils utilisés, mais voilà, il y a certainement un biais au niveau du type de thérapeute qui a été interrogé et qui a répondu, en tout cas, à l'étude qui leur a été demandée. Alors ici, on a posé la question aux thérapeutes de savoir dans quel pourcentage des cas est-ce qu'ils utilisaient CPIM ou pas. Et on voit effectivement que CPIM est une prise en charge utilisée par les thérapeutes, en tout cas dans environ 75,4% de leur pratique. Donc on voit que la majorité des thérapeutes formés à CPIM l'utilisent dans la majorité des suivis qu'ils proposent. Donc, dans plus de la moitié des cas, en tout cas, on retrouve 75%. Alors ici, la question qui a été posée est de savoir si ces thérapeutes utilisaient CPIM en première intention ou pas. Et on voit que pour 86% des répondants, ils utilisent CPIM de manière systématique en première intention. Les 14% qui ne l'utilisent pas en première intention, en fait, ils répondent que parfois ils le font, mais que ce n'est pas quelque chose de systématique chez eux. Voilà. On les interroge également sur pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'ils utilisent CPIM, et ça, ce sont donc les réponses les plus courantes qu'on a reçues. Donc là, on vous met vraiment les réponses qui sont revenues le plus dans l'enquête des thérapeutes. C'est la base de tout, même avant de poser un diagnostic. Une meilleure efficacité du suivi, des suivis qui sont plus courts. Ça permet de prendre plus de patience. C'est la méthode la plus efficace que j'ai expérimentée jusqu'à maintenant. Réguler d'abord l'interaction, puis voir ensuite si d'autres approches sont nécessaires. On peut mieux comprendre les vraies difficultés de l'enfant et se concentrer sur cela. Des pratiques parentales inadaptées peuvent nuire aux évolutions d'un suivi classique. Il est rare que CPIM ne suffisent pas pour traiter tous les types de demandes que je reçois, que ce soit des demandes neuropsy, psy ou de méthodo, mais importance de se faire superviser pour avoir une prise en charge la plus efficace possible. Donc effectivement, dans le cadre de la formation, il y a des supervisions qui sont prévues. Donc, voilà. Alors, travailler les fonctions exécutives en premier, c'est partir sur de bonnes bases pour le reste. Ça, on le voit aussi dans la formation. On sait que les enfants qui ont les meilleures fonctions exécutives vont avoir plus de ressources, vont être plus résilients, etc. Ça parle beaucoup aux parents, ça leur fait écho. Ils sont très partants d'aider leur enfant à améliorer leur quotidien. Plus d'effets concrets au quotidien. De mon côté, c'est vrai que je trouve qu'il y a une répercussion écologique, un transfert en tout cas, voilà, qui s'observe. Et donc ça, c'est lorsqu'on demande aux thérapeutes ce qu'apporte CPIM par rapport aux prises en charge traditionnelles, donc celles qu'ils ont l'habitude d'utiliser, donc cette question du transfert entre le cabinet, la maison et l'école. Donc on voit qu'il y a vraiment une sollicitation des fonctions exécutives qui est plus pertinente, plus adéquate et qui vient permettre une généralisation des améliorations plus importantes qu'avec d'autres approches selon les avis des thérapeutes que l'on a récoltés. Le travail est individualisé. Donc l'approche CPIM est vraiment un outil qui s'adapte aux personnes qui sont devant nous. Être au plus proche du parent. Amélioration rapide des problématiques rencontrées par les parents, mais aussi l'amélioration des comportements des enfants. Beaucoup de parents disent avoir fait un travail sur eux-mêmes qui les a amenés justement à ces changements positifs, que ce soit pour eux ou bien pour l'ensemble de la famille, pour le climat familial qui est souvent décrit comme plus serein. Un panel large de difficultés prises en charge. Donc ça peut vraiment constituer une base de se centrer d'abord sur ce fonctionnement exécutif, effectivement. Un effet global sur l'enfant et la famille. Une meilleure compréhension pour le parent du rôle
qu'il peut avoir dans le développement de son enfant, une plus grande conscientisation du rôle qu'il a joué dans le développement de l'enfant. Alors, pourriez-vous donner des exemples? Ah, j'ai pas su lire le commentaire. Pourriez-vous donner des exemples par rapport aux situations du quotidien? En fait, ça c'est par rapport aux plaintes que les patients amènent. Donc moi, je suis neuropsychologue, donc j'ai parfois des plaintes d'inattention. À la maison, il faut lui répéter les choses. Il range pas ses affaires, il oublie ses affaires, et à l'école, c'est pareil. Quand je fais du drill attentionnel, c'est clair que les parents, au bout de 4 semaines, ils me disent pas youhou, à la maison, tout va bien. Que là, avec CPIM, il y a beaucoup plus de répercussions dans le pratico-pratique de l'enfant. Je donnais l'exemple de l'attention, mais ça concerne aussi les troubles du comportement, les crises, etc. Donc, on peut vraiment avoir un transfert, moi je trouve en tout cas plus large. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors ici, on s'est intéressé plus spécifiquement au TDAH et donc on a demandé aux thérapeutes si ils utilisaient CPIM avec leurs patients TDAH et on voit que la majorité des thérapeutes qui ont répondu à l'enquête utilisent donc CPIM dans le cadre des enfants qu'ils reçoivent ou des patients qu'ils reçoivent qui présentent donc un TDAH. Alors ici, on voit aussi que la plupart des thérapeutes utilisent CPIM dans la prise en charge des enfants qui présentent donc cette symptomatologie. On voit que 75,5% des thérapeutes utilisent CPIM dans environ 8 à 10 enfants TDAH sur 10. Donc en fait, dans la majorité des situations de TDAH que les thérapeutes rencontrent, on constate qu'ils utilisent CPIM pour traiter ce type de difficultés. Alors, sur le graphique qui est ici, donc vous avez comme question de départ, sur 10 enfants, pour combien les critères du TDAH sont-ils encore remplis après CPIM? Donc, vous avez en bleu les cotations avant le traitement, donc avant CPIM, et on voit que sur 10 enfants donc, présentent un TDAH. Ce qu'on voit ensuite, donc en rose, enfin en rose-gris, c'est le nombre d'enfants qui correspond aux critères de TDAH après la prise en charge. Et là, on voit, par exemple, que dans 42,6% des thérapeutes, il n'y a plus qu'un ou deux patients qui continuent à rentrer dans les critères de TDAH après la mise en place du traitement. Donc, si on prend les deux premières colonnes, d'accord, enfin les trois premières, pardon, on voit que 74,5% des thérapeutes qui ont répondu observent vraiment une évolution significative et une diminution significative du nombre de patients rentrant dans les critères TDAH après avoir mis en place le suivi CPIM. C'est aussi intéressant d'observer les 19,2% des thérapeutes qui continuent à observer de nombreuses situations qui rentrent dans les critères TDAH après la mise en place du traitement. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a regardé qui étaient les thérapeutes qui avaient répondu au questionnaire. Et ce qu'on observe, c'est que dans ces 19,2%, ce sont des thérapeutes qui se sont arrêtés au deuxième stade de formation. Donc, je vous explique après les différents stades de formation, mais ce sont des thérapeutes qui se sont arrêtés au module 2. Et donc, ce sont des thérapeutes qui n'ont pas complété leur formation avec des supervisions, avec de la formation continue, etc. Ce qui peut nous laisser penser qu'effectivement, la qualité du suivi, l'efficacité en tout cas de la méthode, l'efficacité du traitement mis en place dépend de la manière dont le thérapeute peut l'utiliser et se l'approprier dans son quotidien. Donc c'est important, si on se lance dans CPIM, en tout cas, d'aller au-delà de la formation de niveau 2 et vraiment de poursuivre une démarche de formation continue pour pouvoir s'améliorer dans notre pratique et proposer une prise en charge qui est la plus précise possible et qui a le plus d'impact sur nos patients. Donc, au niveau des formations, oui, donc voilà, il y a la formation de module 2. Et puis alors après, vous voyez qu'il y a encore 3 autres niveaux qui permettent d'aller donc plus loin, qui permettent du coup de prendre en charge des situations plus complexes, moins typiques,
des troubles plus larges. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ça permet donc de pouvoir être plus spécifique et de prendre en charge des problématiques davantage diversifiées et plus complexes. Merci Alison. Raluca, je te laisse la parole pour exposer le troisième pilier qui sont les préférences du client, donc les témoignages des parents, s'il te plaît. Merci. Dans le cadre de ce troisième pilier, je vais vous présenter des statistiques sur les retours des parents. Et donc, les retours des parents pour des enfants présentant des symptômes externalisés montrent que Alors, Raluca, je vais te couper parce que là, je vois qu'il n'y a pas de slide. Désolée, mais effectivement, il y a eu un changement. Normalement, aujourd'hui, il y avait Vidi qui allait participer, donc, mais il y a eu un souci vraiment très délicat. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous sommes un peu dans la spontanéité de la présentation. Donc, Raluca, je te laisse présenter tes slides. Et donc, je vais te donner l'occasion de partager ton écran. oui, Ça va juste être un plus simple. instant. Ok, juste un moment. Normalement, maintenant, tu peux. Oui, juste me dire si vous voyez. Est-ce que vous voyez? OK. Parfait. Oui. Attends, hop, de faire slideshow. OK. Donc, sur les améliorations rapportées par les parents, d'abord, pour les enfants présentant des symptômes externalisés, pour 98% de ces enfants, les parents ont constaté une augmentation de l'autonomie à la maison. En ce qui concerne l'autonomie scolaire et plutôt dans les devoirs scolaires, 81,25% des participants, des enfants, ont bien progressé. Au niveau de l'obéissance, on a eu 97% des enfants qui se sont améliorés. Au niveau de la gestion émotionnelle, 93,88% des participants. Et les parents ont déclaré, donc tous les parents ont déclaré qu'ils ont modifié leur pratique parentale. En ce qui concerne les enfants présentant des symptômes internalisés, les parents ont déclaré que 100% des participants sont devenus plus autonomes à la maison. En ce qui concerne l'autonomie scolaire et pour les devoirs, également, 92% des participants se sont améliorés. La confiance en soi, pour la confiance en soi, les parents déclarent que tous les participants se sont améliorés. Et également, les parents déclarent avoir modifié leur pratique parentale à 100%. Je voulais juste revenir en arrière et préciser ici que le reste, c'était 18% des participants qui restaient encore avec des petits problèmes par rapport à la prise de notes, par exemple, mais on a constaté que par rapport au début de la prise en charge et à la fin de la prise en charge, ils ont évolué, mais leur évolution a continué après la prise en charge. Donc, c'était juste ça ce que je voulais ajouter. Merci. Seulement avant, Sonia, pour conclure, donc les témoignages, ce sont de très bons pourcentages. Néanmoins, il faut noter que tous ces parents qui ont répondu, ce sont des parents qui ont été impliqués dans la prise en charge. Et donc, pour compléter ces différentes réponses, il cite à la prise en charge,
il complète un questionnaire, mais à nouveau, il peut avoir des biais, très certainement, car les parents que, par exemple, n'ont pas suivi ou qui ont abandonné la prise en charge, malheureusement, ces parents n'ont pas pu compléter cette questionnaire. Ici, dans le nombre de parents qui ont participé pour compléter les informations, c'était, Lucas, tu vas me dire parce que tu as fait l'analyse, mais c'était plutôt 60 pour les externaliser et peut-être 10. Yes, 47, oui, Ok. oui. Donc, c'était 68 participants pour externaliser et 47 pour des symptômes internalisés. Ouais. Ok, merci Lucas. Je te laisse, Sonia. Du coup, on va laisser parler Julie, répondre à la question de comment expliquer ces diverses améliorations. Tu peux remettre les slides, Gabi? Ouais. C'est toujours l'écran. Oui, voilà, merci. Voilà, donc nous allons reprendre ce schéma ici qui illustre l'intervention CPIM dans nos pratiques afin de résumer et mieux comprendre les différents résultats obtenus. Tu sais mettre le schéma, Gabi, s'il te plaît? Oui, merci. Donc, habituellement, à l'heure actuelle, lorsque les enfants présentent des difficultés d'attention, de concentration, des difficultés au niveau des apprentissages, des problématiques comportementales et ou émotionnelles ou autres, ils sont directement adressés à un spécialiste, donc une personne qui va travailler sur chacun des symptômes qui sont constatés. Et donc, lorsque l'enfant présente plusieurs difficultés ici au niveau 2, il est fréquent qu'il bénéficie de plusieurs prises en charge en même temps. Suivi logopédique, neuropsychologique, psychologique, suivi en psychomotricité ou autre. Et ceci représente la voie habituelle du travail réalisé. La méthode CPIM, elle va d'abord agir sur le niveau 1, donc c'est-à-dire sur les capacités d'autorégulation. Ce sont ces fonctions exécutives qui régulent les différents domaines du niveau 2. Donc, comportement, concentration, émotion, apprentissage, les pensées. Et si ce centre n'est pas optimal, le niveau 2 est par conséquent impacté. Donc, si les fonctions exécutives, le niveau 1, fonctionnent bien, est-ce que cela va aider dans les diverses difficultés rencontrées? J'attends un peu vos réponses dans le chat. Donc, je répète la question. Si les fonctions exécutives, donc le niveau 1, fonctionnent bien, est-ce que cela va aider dans les différentes difficultés rencontrées? Le niveau 2. Oui. C'est une colle que tu as posée, Julie. Ah non, Oui, les moi, réponses c'est mon retour. Il a fallu une première. s'accordent à dire oui. Oui, effectivement, ça va aider. Et nous, en consultation, quand nous recevons un enfant ou un adolescent, nous ne savons pas quelle est la cause. Nous ne savons pas s'il y a une difficulté en tant que telle, s'il y a un trouble, ou si le centre d'autorégulation, donc le niveau 1, n'est pas suffisamment fonctionnel. Ou encore, si l'enfant est face à une situation d'adversité. Ou un mixte de 2 ou 3 situations. Donc, nous ne savons pas. Nous ne pouvons que constater et faire l'état des lieux des symptômes et des difficultés. Cela représente donc le défi auquel nous sommes confrontés dans nos consultations. Avec l'approche CPIM, nous allons d'abord se poser la question de savoir si les difficultés de l'enfant peuvent être comprises et expliquées par un manque de stimulation des fonctions exécutives, donc du niveau 1. Et afin de pouvoir faire la part des choses, nous allons commencer par évaluer grâce au dispositif expérimental CPIM et savoir si l'enfant a suffisamment l'opportunité d'activer ses fonctions exécutives au quotidien. Si ce n'est pas le cas, nous allons travailler et d'abord agir sur le niveau 1 en stimulant les fonctions exécutives via l'interaction parent-enfant. Et seulement après, si l'enfant garde encore une ou des difficultés dans certains domaines, alors un diagnostic pourra éventuellement être posé
et où un travail spécifique sur les difficultés persistantes pourra être suivi. Or, avec les approches les plus courantes actuellement, tu peux remettre la diapo juste avant, oui, ouais, merci Gabi. Oh, oui, non, c'était, oui, c'est là, voilà. Donc, ce qu'on constate avec les approches les plus couramment utilisées actuellement, c'est que nous recueillons et listons les symptômes, les difficultés, afin de poser un diagnostic en vue de mettre en place des adaptations au quotidien et des aménagements raisonnables en place. Donc, si on suit cette logique, si nous considérons directement que l'enfant ne peut pas, que l'enfant n'est pas capable, l'entourage va s'adapter et va compenser. Si l'environnement compense les fonctions exécutives, est-ce qu'elles vont être actives chez l'enfant? Vous pouvez répondre dans le chat également. Donc, si l'environnement joue le rôle de ces fonctions exécutives, voilà, effectivement, non, elles ne vont pas être actives chez l'enfant. Oui, les plusieurs réponses, c'est celles de l'entourage qui vont être actives, pas celles de l'enfant. Et donc, les fonctions exécutives, est-ce qu'elles sont suffisamment stimulées pour se développer chez l'enfant? Qui veut répondre? Non, effectivement, elles vont être au repos. Or, le cortex préfrontal, qui est le siège des fonctions exécutives, est malléable à l'environnement durant son développement jusqu'à l'âge adulte. Et nous pouvons, et il est même indispensable d'agir à ce niveau-là avant de limiter l'enfant dans ses capacités de développement. Tu peux passer à la slide, 2 slides suivantes, je pense, oui, à celle encore après. Voilà, celle-ci. Donc, nous constatons, avec les résultats de l'enquête thérapeute, que dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de compléter le suivi CPIM avec une autre prise en charge. Donc, on voit ici sur le graphique la question que nous avons posée au thérapeute sur 10 enfants adolescents pour lesquels vous appliquez CPIM. Pour combien complétez-vous le suivi avec une autre thérapie? Ce qu'on constate, c'est qu'il y a 86,2% des thérapeutes qui complètent leur prise en charge CPIM avec une autre pour 0 à 4 enfants sur 10 seulement. Cela permet donc de mieux comprendre pourquoi la majorité des thérapeutes utilisent CPIM à la base, en première instance, afin d'avoir un regard plus objectif quant à un éventuel trouble immuable, des difficultés réelles, ou un simple manque de maturation des fonctions exécutives sur lequel nous pouvons agir. Ainsi que les grands points de l'environnement, c'est-à-dire nous avons une grande porte via l'interaction parent-enfant. Tout à fait. Et je laisse la parole à Sandra pour la conclusion de ce webinaire. Gabi Ladia. En conclusion, nous appuyons sur le fait qu'il est important de prendre en compte le rôle de l'environnement. Nous avons donc constaté dans les études que Raluca vient de nous présenter et ainsi aussi dans la littérature scientifique que les fonctions exécutives sont malléables et qu'il y a un lien entre le développement des fonctions exécutives et l'environnement de l'enfant. Il est donc possible d'agir à la fois dans ces différents domaines que nous avons situés au niveau 2, des plaides comme des problèmes comportementaux, émotionnels ou dans le domaine de l'apprentissage, via une prise en charge brève qui vise le niveau 1, donc les fonctions exécutives, et ce qui implique également pour la famille que cette prise en charge CPIM soit moins contraignante, moins coûteuse, mais aussi qu'il puisse y avoir plus de transfert vers la vie quotidienne. Tous ces différents constats ont été observés aussi bien chez les parents, les thérapeutes que chez les enfants dans les études. Nous pouvons également conclure de l'importance de notre rôle comme thérapeute, aussi bien dans la démarche diagnostique
mais aussi dans la prise en charge de la problématique de l'enfant. Dans la démarche diagnostique, quand on reçoit des plaides qui sont en lien avec les fonctions exécutives, prendre en compte le rôle de l'environnement, c'est très important, car il y a des enfants chez qui nous observons des améliorations suite au travail avec l'environnement de l'enfant par l'intermédiaire des pratiques parentales. Nous avons souvent observé dans nos cabinets des enfants chez qui la problématique ne rentre plus dans des critères diagnostiques après une prise en charge CPIM. Attention, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une évolution possible suite à la mise en place de cette prise en charge. D'ailleurs, il y a des neuropédiatres qui conseillent d'abord de mettre en place une prise en charge CPIM suite à une suspicion de trouble, mais ce n'est qu'après la prise en charge qu'ils procèdent à éventuellement mettre un diagnostic. Sachant tout cela, pour vous, quel est le risque, selon vous, de mettre en place des aménagements raisonnables sans travailler par l'intermédiaire d'une prise en charge environnementale préalablement? Je vous laisse répondre dans le chat. Donc, je répète la question. Donc, quel est le risque pour vous de mettre en place des aménagements raisonnables sans travailler la problématique par l'intermédiaire d'une prise en charge environnementale? Ok. Ok. En effet, ici, oui. Limiter le progrès de l'enfant, je lis, entretenir les difficultés, compenser les difficultés, en effet. Il y a tout ça. Effectivement, car l'enfant pourra rester en difficulté si nous n'essayons pas de stimuler ses fonctions exécutives par le levier des pratiques parentales. Et ces difficultés dans lesquelles il se trouvera selon vous, pourront-elles avoir un impact sur l'estime de soi de l'enfant ou pas? Je vous laisse répondre dans le chat. Oui, en effet, je vois plein des oui qui apparaissent en effet. Et pour les questions suivantes aussi, pourrait-elle avoir un impact, ces difficultés-là, sur les résultats scolaires? En effet, oui. Et par exemple, sur l'image de soi de l'enfant également. On voit donc que le développement de ces fonctions exécutives sont liées à plein de choses. D'où l'importance de prendre en compte cette interaction entre l'enfant et son environnement pour amener l'enfant à des améliorations dans plusieurs domaines de difficulté. En final, j'aimerais bien terminer avec comme conclusion que CPIM permet une lecture beaucoup plus objective des difficultés de l'enfant et qu'il faut parfois donc attendre avant de mettre immédiatement un diagnostic et qu'une prise en charge pourrait déjà éclaircir beaucoup de choses. Je repasse la parole à Sonia. Merci Sandra. Comme vous venez d'entendre dans ce webinaire, la méthode CPIM est une méthode intégrative. Donc, plusieurs bases théoriques venant de la psychologie développementale, psychologie cognitive et neuropsychologie forment les fondements de CPIM. Mais CPIM est plus qu'un rassemblement d'éléments de plusieurs théories, et ceci en mettant l'accent pas que sur l'enfant, mais également sur l'interaction entre le parent ou l'éducateur, l'instituteur, l'enseignant et l'enfant dans sa prise en charge. Voilà. Donc maintenant, on peut répondre à vos questions si vous souhaitez les poser dans le chat. Ou bien vous pouvez prendre, pardon, vous pouvez prendre la parole, oui. Si vous souhaitez, si vous considérez que c'est plus facile. Moi, j'ai reçu une question dans le chat.
de Anne-Christine, mais qui n'a envoyé la question qu'à moi. Mais vous savez choisir à qui vous envoyez, du coup, je ne sais pas si c'était spécifiquement moi ou pas. Est-il possible d'avoir un exemple concret d'une intervention parentale régulatrice enfant-parent? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est compliqué ici de répondre de manière précise parce que, comme vous l'avez vu, ça fait vraiment partie d'une méthode beaucoup plus globale et c'est très individualisé. Donc, vous donner un exemple comme ça concret me semble compliqué parce qu'il faudrait détailler toute une situation, etc. Mais je ne sais pas si mes collègues, du coup, souhaitent soutenir ce que je viens de dire ou pas, ou ont eux peut-être des exemples. Mais voilà, moi, ça me semble vraiment faire partie d'une démarche beaucoup plus globale que juste un exemple qui va pas vous apporter grand-chose, en fait. Effectivement, je te rejoins, Alison. C'est vraiment du sur-mesure, hein. Donc, voilà, en fonction de chaque situation, il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en considération dans l'environnement par rapport aux facteurs intrinsèques de l'enfant. Donc, donner un exemple comme ça, ce serait beaucoup trop réducteur. Il y a une question. Est-ce que vous considérez alors qu'avant de poser un diagnostic de TDAH, par exemple, il faudrait mettre en place CPIM en systématique avant d'orienter pour un diagnostic médical? Cela s'applique-t-il aussi à d'autres TND? Alors, pour la première question, moi, j'aurais tendance à répondre oui, hein. Je crois qu'on est à plusieurs qui voient dans notre pratique, après qu'on ait fait notre bilan de base, si on fait une prise en charge CPIM, il y a la majorité des enfants, dans mon cabinet en tout cas, où les parents ne sont même plus demandeurs de diagnostic. Ils Exactement. parfois même annulent le rendez-vous du côté médical. Mais voilà, je parle que de certains cas que j'observe en effet chez moi. Je voulais également intervenir ici et dire que le TDAH, le diagnostic TDAH est un diagnostic par exclusion. Et donc, ça prend du temps pour poser un diagnostic TDAH. Donc, des tests neuropsychologiques ne garantissent pas que l'enfant est TDAH. Et j'ai vu des cas où les enfants vont chez les neuropédiatres, chez les pédiatres, chez le psychopédiatre, qui ne sont pas formés dans les troubles de neurodéveloppement, qui sortent les annexes avec le DSM-5 pour les symptômes, coche les symptômes en simplement demandant les parents et pose un diagnostic après 3 mois. Donc, ça, il faut aussi tenir compte de cette situation pratique et du terrain. Et qu'un diagnostic TDAH, ça prend du temps. Et donc, j'ai eu des parents qui ont demandé, oui, ça prend du temps et on fait quoi entre-temps? Et donc, voilà, avec cet webinaire, vous trouvez la réponse. À partir de quel... Ah, pardon. À partir de quel âge CPIM s'applique-t-il? Moi, mon plus jeune patient, il a 1 an et demi. Il avait, enfin, du coup, 1 an et demi. Voilà. Je rejoins 18 mois. Ah. En tout cas, de manière, la moyenne, c'est à partir de 3 ans. Mm. Après, effectivement, il y a certaines exceptions, ici comme dans les cas de Raluca, d'Alison, Sandra, je pense aussi, et peut-être aussi Julie, mais ce sont vraiment des cas très exceptionnels. Mais vous pouvez quand même aussi l'appliquer, puisque même si l'enfant il est très jeune, il y a une interaction qui commence à se dessiner. Ça, c'est une chose à retenir. Deuxième point à retenir, c'est que s'ils arrivent très tôt, il faudra voir quelles sont déjà les problématiques qui sont déjà en train d'apparaître et déjà comme l'interaction est en train de possiblement renforcer la difficulté. Y a-t-il 2 études sur la méthode? Combien de temps d'études faut-il et quels sont les critères pour une validation scientifique? Donc ici, je peux rebondir et dire, voilà, pour le temps, on ne peut pas se lancer parce que le temps dépend effectivement de l'échantillon qu'on trouve. Et quand on cherche l'échantillon, donc on est parti au début d'un échantillon
générale. Les deux études, ce sont des études exploratoires. Pour faire une étude confirmatoire, d'abord, il faut retirer, comment dire, d'abord, il faut concevoir toutes les hypothèses qu'on veut par après mettre à l'épreuve. Pour un échantillon, il nous faut un échantillon. On essaie de trouver, de construire un échantillon le plus homogène possible. Mais quand je dis échantillon homogène et quand je dis TDAH, symptômes TDAH, enfants avec des symptômes TDAH, déjà, on arrive presque à une utopie. Donc, c'est pour ça qu'on travaille pour trouver le bon échantillon pour la bonne âge et pour pouvoir faire des statistiques parlantes. Oui, et aussi, un des critères qui est compliqué à réunir, même s'il semblerait facile, c'est que ces enfants ne doivent pas avoir une comorbidité. Or, la plupart des enfants qui ont des symptômes TDAH ont d'autres problèmes, d'autres troubles en comorbidité. Donc, déjà ça aussi, cela rend encore plus compliqué trouver les bons enfants. Une autre difficulté, c'est que les thérapeutes CPIM ne peuvent pas évaluer les enfants, puisque il y a l'effet animateur. Donc, il faudra aller se déplacer dans différents points pour tester ces enfants, aussi pour les parents, déjà aussi qu'ils souhaitent participer. Donc, pour toutes ces différentes contraintes, ça a été compliqué de réunir l'échantillon, mais notre objectif, c'est de continuer jusqu'à arriver à une publication. Pour la question pour TSA, pour lequel on sait qu'il y a des difficultés des fonctions exécutives, avez-vous eu des patients ou expériences CPIM? Effectivement, je travaille avec des enfants TSA, je travaille avec des enfants avec des déficiences intellectuelles. Et j'ai eu de très bons résultats. Et je peux parler des enfants âgés de 3 ans et demi jusqu'à, j'ai eu un enfant de 15 ans. Donc, des enfants, j'ai eu 2 enfants non-verbaux. Et j'ai eu des enfants, la majorité étaient des enfants verbaux et de haut fonctionnement. Et les résultats sont prometteurs. Il y a des difficultés qui restent parce qu'un enfant TSA est un enfant et va rester un enfant TSA. On ne veut pas, on va pas enlever voilà, diagnostic TSA. Mais l'amélioration est prometteuse, parfois spectaculaire. Je te rejoins, Raluca. Oui, je suis dans un centre familial, des personnes qui ne se permettent pas une prise en charge TSA parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et je fais de volontariat et je vous dis que l'évolution est très, très bonne. Mais de nouveau, là, pour faire une étude, c'est ma passion, mais pour faire une étude, il faut du temps, il faut des ressources, et donc ça va venir et ça prend du temps. Il y a une autre question pour les modules complémentaires. Gabi. Oui, effectivement, c'est plutôt le module 3 où il y aura un approfondissement pour la prise en charge des enfants TSA ou avec d'autres profils plus spécifiques. Et dans le module 12, c'est plutôt les profils spécifiques, par exemple, les enfants qu'on peut rencontrer avec un profil dit moyen, les enfants qui ont des difficultés au niveau de fonction exécutive, TDAH ou qui ont, comment dire, des symptômes qui pourraient rentrer dans les critères du TDAH.
dans les troubles de TDAH. CPIM, dans son approche, je pense, a un côté quand même transdiagnostique, c'est-à-dire que c'est pas une méthode qui est faite à la base pour un diagnostic précis. On est vraiment sur un autre travail. Et donc, toutes ces questions HPI, TDAH, TSA, dyspraxie, etc., à mon sens, elles ont peu de sens parce que CPIM va venir en fait comme un outil de base pour aller travailler d'autres choses qui vont pouvoir aider dans différents troubles. Alors après, il y a des spécificités de CPIM en fonction du trouble, mais moi, ça me semble un outil plutôt transdiagnostique et pas un outil qu'on colle à une étiquette. Mais Et là, je veux effectivement rebondir, Alison. Ma thèse de doctorat est centrée sur les enfants nés très prématurés. Donc, des enfants nés avant l'âge de 28 semaines. Et nous allons étudier, en fait, parce que ce sont des enfants qui n'ont pas de diagnostic. Donc, les enfants très prématurés, les prématurés extrêmes, sont des prématurés extrêmes, ils ont des difficultés, mais pas tous ont un diagnostic TDAH ou TSA, ou ils ont des faiblesses. Et donc, on essaie de voir si une intervention précoce fait une différence par rapport à une non-intervention ou même une intervention, disons, traditionnelle quand les problèmes arrivent. Voilà. D'autres questions? Visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si on peut conclure. Donc, pour clôturer, on espère de la part de l'équipe de CPIM que les informations que nous sont présentées, cela plutôt vous a amené à une remise en question, à une sensibilisation et pour considérer notamment les rôles de l'environnement. Nous ne disons pas que CPIM va être la solution pour tous les cas, que les troubles n'existent pas. Bien sûr, ils sont là, ils existent, mais c'est vrai que dans certains cas, il y a où il peut avoir un diagnostic très rapide. Ça vaut la peine d'aller chercher d'abord ces fonctions exécutives qui est soutenues par la littérature scientifique, sont celles qui régulent tous les différents domaines du niveau 2. On sait également aussi, grâce à la littérature, que les pratiques parentales auront un rôle important dans le développement de ces fonctions. Que pour arriver à une autorégulation, il faut passer par une corrégulation, c'est-à-dire par quelqu'un de l'extérieur. Et la question qu'on pourra se poser, quand on reçoit ces enfants qui arrivent chez nous avec ces difficultés exécutives, est-ce qu'ils ont déjà passé par cette étape de corrégulation? Peut-être pas. Ça, on ne le sait pas. Et c'est là où il y a l'intérêt de faire passer dans un premier temps les dispositifs. Suite à ça, aller stimuler ces fonctions exécutives et effectivement, si après l'enfant continue avec les difficultés, donc ce niveau 2, très certainement, il est plutôt, ou il est bien, comment dire, on pourrait à ce moment-là bien adresser à l'enfant, ou mieux adresser à l'enfant de manière plus objective. Nous vous remercions pour votre participation, pour votre attention.